Voici format court. Un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour auditeurs, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Azek, tu es en train de faire route vers le village de Toron. Après près d'un mois de voyage, tu as enfin atteint les bois d'os, au sein duquel se trouve ce village. Cela va faire presque 2 mois que maintenant tu es au service de Steno. Tu as commencé par l'aider dans ses recherches, dans ses études de la nécropole. Puis, elle a commencé à te confier des missions, des tâches. Les premières étaient plutôt simples. Mais c'est la première fois qu'elle t'envoie aussi loin de la nécropole. Ta tâche est simple. Tu dois lui rapporter le cœur d'un loup-garou. Vaste programme. Dis-moi, Azek, comment sais-tu qu'il y a un loup-garou qui se cache parmi les villageois de Toron? Je pense qu'Azek a eu droit à des visions dont il a le secret et qu'il a peut-être assisté. D'ailleurs, ça va peut-être lui rappeler son emprisonnement dans la gemme. Il s'est retrouvé dans la peau d'un ou d'une villageoise qui a péri des crocs de la bête. Et comment s'appelait-elle, cette villageoise? Comme je suis devenu cette villageoise l'espace d'un instant, j'ai quelques pensées affleurantes qui sont devenues miennes. Et je déclare qu'elle s'appelle Agnobe. Et je pense que quand cette villageoise est morte, elle a laissé une sorte de trace, comme si son cri continuait à résonner un petit peu comme un fer dans la nuit. Et c'est en suivant donc cette clameur qu'Azek a pu retourner sur les lieux du crime, en fait. Si ça se trouve, il va directement débouler là, quoi. D'accord. Ok, donc tu es en train de suivre cet appel d'un autre monde. Et maintenant que tu es au service de Steno, la Gorgone, quelle sécurité a-t-elle prise pour s'assurer ta loyauté? Pour se rappeler ses crimes et ses dernières décisions, je pensais qu'il allait garder la gemme autour du cou, la fameuse dans laquelle il avait été prisonnier dernièrement. Comme c'est Steno qui l'a elle-même confectionné, qu'il a changé en pendentif, est-ce que du coup elle lui sert aussi de moyen de communiquer avec lui et de le surveiller? Ça, c'est horrible de citer Suicide Squad, mais ça fait très colis explosif, quoi, finalement. Je trouve quelque chose de plus subtil, mais si je fais mine de me débarrasser de ce pendentif ou de tourner le dos à ma mission, bien aussitôt, par un charme dont elle a ensorcelé le médaillon, je vais me retrouver à la case départ, un nouveau prisonnier de cette gemme, à revivre sans cesse mes crimes pour l'éternité. Ok. Tu es donc à cheval, en train d'avancer d'un pas lent à l'intérieur de cette forêt. Tu comprends très vite d'où vient ce nom. Autour de toi, les arbres ont une couleur d'ivoire. Ils sont dépourvus de feuilles, car avec l'automne s'achevant, les premières neiges sont arrivées. Et l'avancée depuis que vous êtes rentré dans la forêt est pénible. Derrière toi se trouve ton compagnon de route. Qui est-il, Azek? Ce sera Daruk, le trappeur. Et que vient-il faire au village de Toron? Je pense qu'en fait, il revenait de la dernière ville marchande où il avait pu revendre ses peaux, et là, ils sont juste à retrouver sa famille, quoi. Ok, ça marche. Et alors que vous quittez, lui prenant le chemin direct de Toron, toi prenant ce chemin qui semble mener nulle part, mais là où cette voix t'appelle, il t'a dit de faire attention car la nuit était bientôt sur vous, et que les bois d'os étaient aussi l'habitat de créatures dangereuses. De quelles créatures dangereuses s'agit-il, contre lesquelles il t'a prévenu? On parle de fées qui, par leur chant cristallin, vous encouragent à les suivre, et bizarrement ne vous retrouvent jamais. Ok. Ce à quoi je lui ai répondu, sois sans crainte, je serai prudent. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit le visage d'Azek depuis ce chapitre funeste de sa vie, où ses illusions ont été foulées aux pieds. Et je pense vraiment que quand on est habitué à le connaître, c'est vraiment un sourire et un regard bienveillant de façade. Dès l'instant où Daruk, d'un signe de la main, aura disparu au coin d'un arbre, il va prendre une expression grave, les yeux dans le vague, comme s'il était un peu mort au-dedans, quoi. Génial. Comme si sa vie n'avait plus d'importance. Et du coup, tu continues à progresser sur ce chemin, qui est clairement moins parcouru que l'autre. Et alors que tu avances, le chemin semble presque disparaître. Avec le soleil qui commence à se coucher, tes vêtements ont du mal à contenir la chaleur de ton corps, qui semble emmené par ces vents, qui sifflent entre les troncs des arbres. Mais tu continues, tu avances, guidé par cette voix. Et te voilà arrivé à une clairière. Elle n'est pas très grande.
Mais au centre de cette clairière semble se trouver une statue. Une statue très, très primitive. Presque un bloc de pierre vaguement taillé. Je reconnais la statue parce que j'ai vécu le supplice de Niobe, c'est une des dernières choses qu'elle a vues. Peut-être même qu'elle a posé la main dessus et qu'il y a encore une trace de sang séché. Mais alors que tu fais le tour de cette statue, tu ne trouves pas trace de cette tache de sang. Que fais-tu? Tu entends l'arbre gelé crisser sous les sabots de ton cheval. Je reste pensif, puis je finis par mettre pied à terre. Je déplace un très faible nuage de neige quand mes pieds légers touchent le sol. Cette neige blanche est l'opposé du sable noir que j'ai quitté, mais je balaie cette pensée, je me concentre sur la mission. C'est la seule chose qui me fait avancer. Tu as l'odeur d'épicéa qui règne dans cet endroit, dans toute la forêt d'ailleurs. J'empoigne mon bon vieux bâton, je le fais tournoyer, je heurte le sol à 3 reprises, et j'articule Lux Venit. Et je lance mon bon vieux sort de lumière déjà pour commencer. Ce qui m'oblige quand même à lancer un move pour ça. Succès complet. Ah bah vas-y, je te laisse écrire ce qui se passe. C'est heureux. Eh bien, comme de multiples fois par le passé, telle une respiration pulsante, petit à petit, une lumière blanche irradie autour du sceptre. Et ainsi éclaire les lieux, d'une lueur surnaturelle. Et je ne peux pas ouvrir mon cerveau au maelstrom psychique. Non, mais par contre, c'est vrai que ça va faire presque un mois depuis la mort de Niobe, mais tu ne sembles voir aucune trace ni du corps, ni du massacre qui a eu lieu. Même cette trace de sang sur la statue semble avoir disparu. Et du coup, je réalise que Daruk n'a peut-être en rien évoqué l'existence du loup-garou. Il a juste mis en garde contre les faits, donc peut-être que quelqu'un s'assure qu'on ne soupçonne pas l'existence de cette chose. C'est ma première conclusion de rôliste paranoïaque. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Est-ce que tu commences à inspecter la clairière, fort des souvenirs que tu as de cette mort traumatisante? Tout à fait, ça me convient. J'allais dire que j'étais pas un ranger, mais si tu me pousses dans la direction, peut-être que mon astuce suffira à démêler le vrai du faux. Donc je vais faire cela, je vais tenter de discerner la réalité, n'est-ce pas? Ok, fais-moi un petit jet de sagesse. C'est parti. C'est un échec, 3. Je marque un point d'XP, le premier depuis mon level up. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu es en train de faire pour chercher les traces de ce combat? Je mets un genou à terre, je pose ma main à même le sol et je respire lentement et je me projette dans le passé du lieu par le filament ténu qu'est le souvenir et je revis les derniers instants de Niobe. Et alors que tu es en train de te concentrer, tu entends un bruit qui vient se détacher du sifflement du vent dans les branches, le bruit d'une arbalète que l'on arme. Que fais-tu? Azek se lève lentement, s'appuyant sur son bâton, finit par déclarer « Nous n'avons pas été présentés. Sortez de l'ombre, je ne mords pas. » Alors, le problème, c'est que t'as pas de levier pour ça. Donc, alors que tu dis ça, tu entends clairement le sifflement d'un carreau. Je me jette par terre. Ok, fais-moi un petit jet de défi d'enjeu sur la dextérité. Ça me paraît assez évident. Hop, c'est parti. Succès partiel. Effectivement, tu ne t'attendais pas à une réponse aussi directe et aussi violente de cette personne. Donc, tu te jettes au sol alors que le carreau siffle à quelques centimètres au-dessus de ta tête et vient se planter dans le trou d'un arbre. Mais tu réalises que tu es à découvert et tu entends déjà le bruit de l'engrenage de l'arbalète qu'on regarde. Que fais-tu? Je vais tâcher de me précipiter derrière l'idole, la fameuse idole sculptée, histoire qu'elle fasse rempart entre mon agresseur mystérieux et ma personne. Si ça se trouve, elle est pieuse, peut-être qu'elle n'osera pas, peut-être que ça la fera hésiter, j'en sais rien, peut-être que cette idole a une quelconque évoque quoi que ce soit pour elle. Ok, et donc tu te relèves rapidement et tu essaies d'atteindre le couvert de l'idole? C'est ça. Ok, et ben on fait mon petit jet de défi d'enjeu sur la dextérité. C'est reparti. C'est à nouveau un succès partiel. Donc tu te précipites et au moment où donc tu plonges dans la statue, le carreau vient se planter là où tu étais. Mais tu réalises que le carreau ne vient pas de la même direction. Soit ils sont plusieurs, soit ton adversaire sait se déplacer sans bruit. Nice. Quand on lance un charme personne, il faut avoir la cible à vue? Ça me semble logique, mais après c'est toi le magicien. Est-ce que je suis en droit de dire que si on regarde la source du sortilège, ça peut fonctionner? Dans ce cas, tu charmes tout le monde autour de toi. C'est vrai. Ce qui est un peu contredire la description du sort. D'accord. Il faut que je force mon adversaire à apparaître. En plus que tu la touches, hein. C'est la personne que vous touchez. Donc oui, effectivement, il faut que tu puisses le voir. Bon, dans ce cas, je vais disparaître. C'est ce que j'allais te suggérer. Oui, je vais faire
étalage de mes nouveaux dons. Donc, je vais d'abord lancer le sort et peut-être qu'après je prendrai la peine de décrire ce que je fais. 11 succès complets. Je lance le sort avec succès et je ne l'oublie pas dans la foulée. Eh bien, je disparais, je deviens invisible. Alors, tu peux nous décrire comment tu lances ce sort? Tout à fait. Cependant, il n'empêche que je laisse tout de suite quand même une trace dans la neige. Bah oui, c'est bien ça. Encore totalement. Figure-toi que c'est bien ce que j'allais dire. Peut-être que je vais me hisser sur l'idole après cela. En fait, alors que je suis adossé à l'idole, mes yeux dardant inutilement les ténèbres, je finis par exécuter un tour de passe-passe en articulant Sine Umbra. En même temps que la lueur de mon bâton cesse, je disparais dans les ténèbres. Et dès l'instant où j'aurais fait cela, je vais commettre le sacrilège de me hisser sur la statue, pour ainsi ne plus laisser de traces dans la neige, et peut-être du haut de mon petit piédestal, j'aurai une meilleure vision de ce qui se passe. Ok. Alors que tu commences donc à te hisser sur cette statue, à l'escalader, cette statue faisant à peu près 2 fois ta taille, tu sens le froid de la pierre. Et arrivé au-dessus, tu commences à regarder autour de toi. Fais donc moi un petit jet de discerner la réalité. C'est parti. C'est un échec. Je marque un nouveau point d'XP. Le calme semble être revenu. Tu attends quelques instants qui semblent être une éternité. Et tu vas beau regarder autour de toi, qui que ce soit ou quoi que ce soit qui t'a attaqué sait se faire discret. Puis, tu vois une forme dans l'obscurité qui commence à s'avancer. Tu remarques que, bien que l'homme avance dans la neige, il ne semble émettre aucun bruit. Qui que ce soit, c'est quelqu'un de professionnel, quelqu'un de très entraîné. Il s'approche. D'une main, il a une épée. De l'autre, une arbalète. Et alors qu'il s'avance, il pointe l'arbalète en direction de la base de la statue, là où il t'a vu pour la dernière fois. Tu vois un homme habillé d'une armure de cuir. Il a le visage défiguré. Difficile pour toi de savoir la cause de ses blessures. Mais il semble avoir comme de l'argent fondu dans les plaies de son visage. De l'argent ? Oui. Et il s'avance, toujours aussi silencieux. Et tu vois la haine sur son visage. Ok. Bon, je vais rester fidèle à moi-même, hein, même désabusé. Toujours perché au sommet de son idole et invisible, Azek va articuler qu'ai-je fait pour être la cible de tant de haine? Est-ce que vous me prêtez un crime? Dans ce cas, vous faites fausse route. Je viens à peine d'arriver. Et tu restes invisible en disant ça? Oui. Alors que tu dis ça, l'homme dirige son arbalète vers toi. Mais tu vois dans son regard la surprise de ne pas t'y voir. Qui es-tu? Dit-il, comme une menace. Et que viens-tu faire ici? Nous avons une cause commune. Moi aussi, je cherche à stopper définitivement cette bête. Ok, fais-moi un petit jet de persuader, s'il te plaît. C'est parti. J'aimerais ne pas me rater. Dernièrement, la diplomatie ne me réussissait pas. Un nouvel échec, c'est pas possible. Pourquoi ça sort de mettre à 15 en charisme si tu fais rien avec, quoi? Mais transperce-moi d'un carreau, hein, je l'ai mérité, quoi. Fais-toi plaisir, arrive un moment. Il faut que le public tremble et souffre à mes côtés. Ouais, mais ce serait un peu gratuit de te tirer dessus. T'as par la bande, alors. C'est certainement pas moi qui t'enverrai la pierre. Ok. Alors que tu lui dis ça, tu vois que son regard se détourne de toi et qu'il regarde derrière toi. Et tu commences à entendre des bruits d'hommes et de femmes. Tu vois des torches dans la forêt qui avancent vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ma foi, comme je suis quelque part sous la menace d'une arbalète et invisible, je vais compter les points pour l'instant. Je vais voir déjà comment lui réagit et tâcher d'en prendre les conclusions qui s'imposent. Tu vois qu'il semble manifestement en train d'hésiter. Il te regarde ces torches qui arrivent, regarde d'où il est venu. Puis te lance « Je suis Ronald, et ceci est loin d'être fini ». À la fin de sa phrase, il se met à courir dans la direction par laquelle il est venu. Je reprends mon souffle en me disant que j'ai échappé belle. Et du coup, je guette les arrivants, l'étrange cortège, en me demandant ce qui m'attend. Quelques instants après, tu vois une dizaine d'hommes et de femmes, manifestement des villageois, armés de fourches, d'outils agricoles. Ils semblent menés par un homme un peu plus imposant, à la fois parce qu'il semble être plus grand mais aussi plus dodu que les autres. En comprenant, déjà en voyant que c'est les villageois, je pense qu'à ce moment-là, je déduis qu'ils vont peut-être rendre hommage auprès de l'idole, et que dans ce cas, il vaudrait mieux que... Ah non, alors tu vois que ça n'a rien à voir avec l'idole. Quand je te dis qu'ils étaient guidés par cet homme, tu vois qu'il leur donne des ordres. Ils sont manifestement en train de faire une battue.
Il est passé par là. Il faut qu'on le retrouve, il faut pas qu'il tue à nouveau. » Et une femme lance ce maudit chasseur. Tu n'avais pas besoin d'ajouter cela, j'ai très bien compris ce qui se passe. Un coupable de choix. Que fais-tu ? Je pense qu'il serait fâcheux d'avoir à m'expliquer en étant sur les lieux du crime. Comme la nuit est déjà pas mal avancée, je vais tâcher de retrouver la ville de Toron et de réfléchir en chemin à la petite histoire que je vais leur servir. Mais en tout cas, je vais tenter de leur échapper aussi. Donc tu attends qu'il dépasse la statue et s'en aille pour descendre de ton perchoir ? Tout à fait, ouais. Très bien. Alors, on est en soirée, hein, il faisait pas nuit encore, mais effectivement, le temps que tu attends que l'équipe de battus se disperse, la nuit tombe dans la forêt. Tu descends de ta statue. Le vent est glacial, il te transperce. Mais plus rien ne me fait souffrir désormais. Comment comptes-tu trouver le village dans cette forêt que tu ne connais pas ? Je me rappelle vaguement vers où s'est couché le soleil. Donc je vais tâcher d'aller dans la direction où Daruk se rendait, dans l'espoir de débouler sur le sentier qu'il utilisait. Alors que la nuit est tombée, la lumière de la lune ne suffit pas à te guider, il fait sombre dans cette forêt. Ce n'est pas une de ces fameuses nuits cinématographiques qui sont plus claires que le jour. Bon, dans ce cas, je vais finir par relancer je vais relancer mon brouillon sort de lumière, passer un certain stade. Redevenant ainsi une cible de choix. C'est un 8 succès partiel. Je vais attirer une attention malvenue, parce que c'est toujours amusant. Alors que tu lances ton sort et que la lumière fait de toi une cible de choix dans ces ténèbres, tu entends des voix. « Il est par là ! Suivez la lumière !» Et tu entends des bruits de pas qui avancent vers toi au rythme de la course. Bien, je suis pris la main dans le sac, alors du coup, je vais attendre gentiment et tâcher de sourire. Tu te retrouves encerclé par une demi-douzaine de villageois qui semblent manifestement déçus. La plupart baissent leurs armes. Sauf un, cet homme un peu plus imposant, qui te menace toujours d'une vieille épée rouillée, mal entretenue. Une femme s'avance. « Allons, Bognar, tu vois bien qu'il ne s'agit pas du chasseur. Baisse donc ton arme. » Mais tu vois dans l'œil de Bognar quelque chose que tu reconnais. Un mélange de crainte et de haine. Et l'homme auquel elle s'est adressée ne semble pas vouloir baisser son arme et te menace toujours avec cette épée rouillée. Donc c'est un homme assez grand qui vient juste de passer la force de l'âge. Il porte ses cheveux argentés dans une queue de cheval, avec coiffure des guerriers. Il a un tablier de cuir et des yeux bleus perçants. Me voici rassuré, je désespérais de retrouver la civilisation. De sa voix grave, le prénommé Bognar t'interroge. « Qui es-tu, étranger, et que viens-tu faire ici ?» Ma foi, jusqu'ici, je tenais compagnie à Daruk, le trappeur. Il est de chez vous, n'est-ce pas ? Les villageois se regardent entre eux. « Oui, c'est mon cousin. Ah, mais c'est un ami de Daruk. » Et ils commencent à se faire lancer des questions les uns aux autres. « Vous l'avez déjà vu au village, vous ?» Bognar lève la main pour interrompre les conversations. « Comment connais-tu Daruk, étranger ?» Nous nous sommes juste croisés sur la route, et nous avons fait un bout de chemin ensemble. Je suis en pèlerinage. Oh, t'es en train de défier le danger, mon cher ami. Parce que je pipote. Est-ce que tu mens ? Ah, bien sûr, mais je n'ai pas le choix, parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui se trame. Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de défi de danger sur le charisme, s'il te plaît. On poursuit désormais des innocents, donc il faut jouer de prudence. C'est un succès complet, c'est la première fois. Félicitations. Et alors que tu dis ça, tu vois que la femme qui s'était pour la première fois adressée à Bognar lève les mains au ciel en signe de prière. Enfin, les dieux ont entendu notre parole. Quelqu'un est venu remplacer le prêtre. Allons, Bognar, tu ne vas pas insulter les dieux, baisse ton arme. Bognar s'exécute avec un air contrit. Pardonne-moi, étranger, je ne savais pas qui tu étais et les bois ne sont pas sûrs. Vous dites qu'il est arrivé malheur à l'homme de foi qui officiait au Santoron ? Il commence à regarder autour de lui. Oui, un meurtrier rôde dans ces bois. Un malandrin du nom de Ronald, qui, je ne sais pas pourquoi, cherche à tuer les villageois un par un. Et parmi eux, Laszlo, notre prêtre, fait partie de ses victimes. Alors que les cieux soient bénis pour m'avoir fait croiser votre route avant d'avoir subi le même sort. Et dis-moi, étranger, quel est ton nom ? Je me nomme Azak. Viens, Azak, il fait tard. Nous te conduisons au village. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Et donc il finit en disant, et les dieux savent que tu n'es pas en sécurité ici. L'acaniste hoche la tête et se contente avec joie. C'est donc accompagné de ton nouvel entourage que tu es amené au village de Toron. Manifestement un village de chasseurs et de bûcherons qui se trouve au cœur des bois d'os. Et alors que tu rentres dans le village, tu sens cette tension palpable, cette tension de peur et de terreur. Alertés par les torches de la compagnie, certains des villageois ouvrent timidement les volets.
Bognar les rassure en levant la main. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Il s'agit d'Azek, notre nouveau prêtre. Et alors qu'il dit ça, la plupart des villageois sortent pour venir te toucher, pour venir te souhaiter la bienvenue. Et tu sens en eux un désespoir. Ils te voient comme leur sauveur. Allons, laissez-le passer, il est fatigué. Et nous discuterons de la situation demain. Moi, je me contente de sourire avec bienveillance, tentant de distiller un peu d'espoir. Suite à cela, je déclare je suis quelque peu fourbu, ma foi. Bognar te lance un sourire en coin, disperse les villageois. Tu vois qu'il a une certaine autorité sur le village. Puis il t'amène un tout petit peu à l'écart du village, sur une espèce de petite colline. Ce qui semble être une ancienne tour, une tour abandonnée, qui a été retravaillée pour en faire une espèce de hutte. Il t'amène devant la porte. Après la mort de Laszlo, nous avons fait ce que nous avons pu pour entretenir sa dernière demeure. Mais maintenant qu'il est parti, je suppose qu'elle te revient. Alors qu'il te dit ça, il te fait signe d'entrer dans l'ancienne demeure de Laszlo, le prêtre défunt. Je me tourne vers Bognar. Dites-moi, qui aurait pu prendre la vie d'un homme de foi? Qui aurait pu commettre un tel acte? Il reste interdit quelques secondes. Il y a un meurtrier qui vit dans la forêt. Cela fait plusieurs fois que nous essayons de le chasser, de le retrouver, mais comme tous les gens de sa sorte, il est très dangereux. Il s'appelle Ronald. Je te conseille, Azek, de ne pas sortir cette nuit et de ne pas sortir du village sans être accompagné par un des villageois. Mais d'où lui vient une telle soif de sang? Vous n'avez pas tenté de trouver de l'aide en ville? Faire venir une milice? Fais-moi un petit jet de discernérité, s'il te plaît. Ok. 10 succès complets. J'ai droit aux 3 questions. Tu peux poser 3 questions. Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? Il prend manifestement le temps de réfléchir. Et il te répond que le village est déjà suffisamment privé d'hommes comme ça. Et que s'il devait envoyer des hommes au bourg pour aller chercher de l'aide de la milice, il risquait la vie à la fois de ces hommes et des villageois qui resteraient derrière. Et qu'en plus de ça, que les villageois d'ici n'ont pas besoin d'aide de l'extérieur. Et tu sens une espèce de fausse fierté qui cache quelque chose. Tu as vraiment la sensation qu'il ne te dit pas tout, voire qu'il te ment. Peut-être qu'il est parfaitement satisfait de la situation et qu'il ne veut rien qui puisse faire obstacle à l'autorité qu'il a sur cette bourgade. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici? Est-ce que la réponse serait son orgueil? Alors que tu es en train de discuter, tu remarques une petite fille, chaudement habillée dans des fourrures, qui vous épie de derrière un arbre. Et tu vois dans ses traits qu'elle est manifestement la fille de Bognar. Ouais, ils ont les mêmes yeux, ses yeux bleu clair. Que fais-tu? Alors que je suis en conversation avec Bognar, je me fais un peu plus petit, je courbe le dos, et je tends la main vers elle et je déclare Qui es-tu, toi? Tu viens me souhaiter une bonne nuit? Approche sans crainte. Alors que tu dis ça, Bognar est bien sûr surpris de ta discussion, se retourne, et à ce moment-là, la petite fille tente maladroitement de se cacher derrière son arbre. Bognar soupire. Lia, qu'est-ce que tu fais là? Allons, viens dire bonjour à Azek. Et à ces mots, la petite fille, regardant ses pieds, avance doucement dans votre direction. Et alors qu'elle arrive à votre hauteur, Bognar la soulève, la prend dans ses bras. Et tu vois quel amour ce père porte à sa fille. Allons, Lia, ne sois pas timide. Je te présente Azek. Il sera le nouveau prêtre du village. Et Lia te jette un coup d'œil, petite fille timide qu'elle est. Elle doit avoir à peine une dizaine d'années. Bonjour, Lia. Tu as de la chance d'avoir un père aimant et protecteur à tes côtés. Je suis sûr qu'il veille sur toi. Elle rougit et enfouit son visage dans les épaules de son père. Enfin, il te sourit. Que veux-tu, Azek? Elle doit être fatiguée. Nous pourrons discuter plus avant demain, quand tu seras reposé. Bien. Et à cette occasion, vous me parlerez à nouveau de ce mystérieux Reynold. Je me demande vraiment ce qui peut pousser un homme à agir tel une bête sauvage et à devenir le cauchemar de cette bourgade. Il y a du bon en chacun. Peut-être que si je pouvais le rencontrer, je pourrais l'amadouer. Parle-en aux 3 villageois qu'il a déjà tués. Je sais que c'est ton travail, prêtre, d'essayer de sauver les âmes de tous. Mais crois-moi, tu perdrais ton temps avec lui. Il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la corde autour de son cou. Et crois-moi, c'est bien ce que j'ai intention de faire dès que je l'aurai rattrapé. Tu vois une espèce de rage sur le visage du bourgmestre. Il vous a arraché quelque chose de précieux? Ma femme. Et là, j'ai un flash. Et je comprends. Je comprends que j'ai insisté à sa mise à mort.
Et donc effectivement, alors qu'il te dit ça, Lia se tourne vers toi, les yeux humides, des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues rosies par le froid. Tu reconnais les traits de Niobé dans le visage de sa fille. À ce moment-là, Azak pâlit et il n'a aucun mal à feindre une telle émotion parce qu'il a vécu cette mort comme si c'était la sienne. Et il déclare à voix basse « Je suis désolé, je compatis à votre perte. Nous nous reverrons demain. La bonne nuit. » Il te regarde quelques instants, puis finalement te quitte en te souhaitant bonne nuit. Et tu te trouves sur ce petit monticule où se trouve derrière toi l'ancienne maison de Laszlo. C'est la salle demeure en pierre, parce qu'à tes pieds s'étend le village en bois, du même bois blanc que le reste de la forêt. Et tu vois Ragnar s'éloigner, descendre la pente, et ses pieds qui font glisser la neige, avec sur son épaule Lia qui te regarde alors que son père s'éloigne. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.